Ma famille ne m'a rien donné mais lorsque mon gratte-ciel de 15 millions d'euros a fait la une, papa a envoyé un SMS, nous sommes une famille, rentre immédiatement. Alors je suis arrivé avec l'instant exact où mon nom a retenti dans le stade universitaire, j'ai réalisé que ma famille avait fait son choix. Des milliers d'étrangers étaient debout, applaudissant tandis que je traversais la scène pour accepter mon diplôme d'ingénieur. Mais les 4 sièges réservés à mes parents et à mon frère restaient complètement vides sous les lumières vives du stade. Puis mon téléphone a explosé. Mon cousin, Com, n'avait qu'un seul message. Nous devions célébrer la promotion de Baptiste. C'était ça le vrai succès. Un diplôme universitaire n'était qu'un bout de papier. Je jure que rien dans ma vie n'a jamais fait plus mal que de lire ces mots alors que je souriais pour les photos de remise de diplôme. À cet instant, j'ai compris que je ne compterais jamais tant que mon frère serait dans la même pièce. Ce que je ne savais pas, c'était que ce n'était pas la pire chose que ma famille m'avait réservée. Ce n'était que le début d'une trahison qui allait détruire tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la loyauté et ma véritable place. Grandir dans ma maison signifiait apprendre exactement où l'on se situait dans la hiérarchie sans que personne n'ait jamais besoin de le dire à voix haute. J'étais Étienne, l'enfant du milieu invisible. J'étais le bouche-trou. J'étais celui qui n'avait soi-disant pas besoin de beaucoup d'attention, d'argent ou d'amour. Du moins, c'est le mensonge que mes parents, Valère et Monique, se racontaient chaque fois qu'ils choisissaient de consacrer toutes leurs ressources et leur affection à mes frères. Mon frère aîné, Baptiste, était l'enfant prodige de la famille. Il ne se contentait pas d'attirer l'attention. Il la demandait et l'absorbait comme une éponge. Chacune de ces minuscules réalisations insignifiantes était traitée comme une victoire familiale monumentale. Chaque échec ou lacune majeure était instantanément balayé avec des excuses sur la pression qu'il subissait. Puis il y avait Jules, le plus jeune. C'était le miracle, constamment et sans relâche sauvé des conséquences désastreuses qu'il créait pour lui-même. S'il ratait un cours, ma mère pleurait auprès du directeur. S'il détruisait une voiture, mon père blâmait la météo. L'échec ne les a jamais touchés parce que mes parents avaient construit une forteresse pour les protéger. Et moi ? J'ai appris à être le bruit de fond silencieux et sans problème dans leur vie chaotique. Debout sur cette scène, serrant un morceau de papier qui représentait 4 ans de sang, de sueur et de nuit blanche, j'ai ressenti un vide impossible à décrire. J'ai de nouveau regardé ces 4 sièges vides. Ils semblaient presque intentionnellement mis en scène dans leur parfaite immobilité. Les familles environnantes acclamaient, pleuraient, brandissaient des pancartes embarrassantes et jetaient des fleurs. Ma rangée était la seule entièrement épargnée par la célébration. J'aurais dû m'y attendre. J'aurais vraiment dû. Mais l'espoir est une chose têtue et pathétique. Il s'accroche à vos côtes même lorsque chaque partie logique de votre cerveau vous dit de le laisser partir. Après que l'agonisante cérémonie se soit enfin terminée, je ne suis pas resté pour les événements de réseautage. Je ne suis pas allé au dîner de célébration auquel mes camarades de classe assistaient avec leurs parents rayonnants. Je suis sorti du stade seul. Je me suis assis sur les froides marches de béton près du parking, la lourde toge de graduation s'étalant autour de mes chevilles dans la saleté. J'ai longtemps fixé l'écran de mon téléphone, espérant qu'il y ait peut-être un appel manqué, un message vocal, ou même un SMS de félicitations générique de ma mère. Il n'y avait rien. Juste ce message moqueur de Com qui résonnait dans mon esprit. Les vraies affaires. C'était ainsi que mon père, un impitoyable investisseur immobilier commercial, voyait le monde. Tout était une transaction. Que Baptiste obtienne un titre de vanité insignifiant dans l'entreprise de mon père était un bon investissement. Que je sorte major de ma promotion en ingénierie sans leur demander un seul centime était un mauvais investissement. J'ai enlevé ma toque de graduation et je l'ai jetée sur le siège passager de ma vieille voiture. J'ai réalisé quelque chose de profond dans ce parking. Je pourrais disparaître de la surface de la Terre pendant des mois et ils ne le remarqueraient probablement même pas avant d'avoir besoin de quelqu'un à blâmer pour l'une des erreurs de Jules. Je ne savais juste pas que disparaître était exactement ce qui allait se passer ensuite. Je pensais que l'absence était la pire punition qu'ils pouvaient m'infliger. Mais en y repensant maintenant, j'ai réalisé que leur absence le jour le plus important de ma vie était le plus beau cadeau qu'ils m'aient jamais fait. Ai-je craqué et pleuré? Non. Les ai-je appelés pour une explication? Absolument pas. J'ai démarré le moteur de ma voiture, écouté le moteur tousser, et je me suis éloigné du stade. J'en avais fini d'attendre leurs applaudissements.
Mais ce qui allait se passer ensuite allait me pousser au bord de la folie. Avant de pouvoir vraiment comprendre la satisfaction de ce que je leur ai finalement fait, vous devez comprendre le musée de la douleur dans lequel ils m'ont forcé à vivre pendant 22 ans. Il ne s'agissait pas seulement du jour de la remise des diplômes. Ce n'était que le dernier clou dans un cercueil qui se construisait depuis mon enfance. Les familles toxiques ne vous détruisent pas en une seule grande explosion. Elles érodent votre âme morceau par morceau, jour après jour, jusqu'à ce que vous croyiez que vous ne valez absolument rien. Permettez-moi de vous ramener à mes 15 ans. J'avais passé 3 semaines d'affilée à veiller après minuit, dessinant minutieusement un plan structurel pour un concours d'architecture pour jeunes de la région. J'ai mis tout mon cœur dans chaque ligne, chaque mesure. J'ai fini par gagner la première place. J'ai couru à la maison cet après-midi-là, débordant de fierté, tenant le certificat et mon plan gagnant. Je suis entré dans le bureau à domicile de mon père. Valère était assis à son immense bureau en acajou, examinant une pile de contrats. Il n'a pas levé les yeux. Il ne levait jamais les yeux. J'ai tranquillement placé mon plan gagnant sur le coin de son bureau, espérant qu'il y jetterait un coup d'œil et dirait un mot gentil. 1 heure plus tard, je suis revenu pour voir s'il l'avait remarqué. Mon cœur s'est arrêté. Valère était au téléphone, griffonnant sans réfléchir des numéros de téléphone aléatoires et des articles d'épicerie en plein centre de mon plan. Il avait utilisé mon dessin primé comme brouillon. Quand il m'a vu là, sous le choc, il m'a simplement fait signe de la main, impatient. Il ne s'est pas excusé. Il s'en fichait. Puis il y a eu l'incident avec mon premier camion. J'avais travaillé de nuit dans un entrepôt pendant 2 ans pendant le lycée pour économiser pour un vieux pick-up rouillé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Je l'avais acheté avec mon propre argent durement gagné. Une nuit, mon jeune frère, Jules, ivre et imprudent, a volé mes clés sur le comptoir de la cuisine pendant que je dormais. Il a pris mon camion pour une virée et l'a fracassé contre une barrière en béton sur l'autoroute. Le camion était complètement détruit, irréparable. Quand la police a ramené Jules à la maison, ma mère, Monique, s'est précipitée à la porte. A-t-elle grondé Jules? S'est-elle excusée auprès de moi? Non. Elle a serré Jules dans ses bras, pleurant hystériquement, puis s'est tournée vers moi, les yeux remplis de colère. Elle m'a crié dessus pour avoir laissé mes clés là où Jules pouvait les trouver. Elle m'a blâmé de l'avoir tenté. Valère est simplement passé devant moi, a refusé de me regarder dans les yeux, et m'a jeté un billet de 50 € froissé à la poitrine, me disant d'aller nettoyer le désordre à la fourrière pour que le nom de la famille ne soit pas terni. 50 € pour un camion pour lequel j'avais saigné. Mais le souvenir qui brûlait le plus profondément, celui qui a vraiment défini ma relation avec mon frère aîné, Baptiste, s'est produit pendant ma 2e année de collège. J'avais réussi à obtenir un petit contrat indépendant pour rénover le toit d'un centre communautaire local. C'était mon premier vrai travail. J'ai négocié les termes. J'ai trouvé les matériaux et j'ai créé le calendrier. J'ai fait l'erreur d'en parler à ma famille pendant le dîner, espérant qu'ils seraient fiers pour une fois. 2 jours plus tard, le directeur du centre communautaire m'a appelé, s'excusant profusément. Il a dit que l'entreprise de mon père était intervenue, avait offert de faire le travail pour la moitié du prix, et avait placé Baptiste comme chef de projet principal. Baptiste, qui ne pouvait même pas changer une ampoule sans appeler la maintenance, a volé mon tout premier contrat juste pour que Valère puisse embellir le CV de Baptiste pour une demande d'admission dans un club de golf. Quand j'ai confronté Baptiste à ce sujet, il a juste ajusté sa cravate de soie coûteuse, a ricané, et m'a dit que les affaires, c'est la survie du plus apte. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils étaient le fondement de ma réalité. J'étais le bouc émissaire, le punching ball, le tremplin pour leurs enfants prodiges. Ils m'ont appris à survivre dans l'obscurité. Ils m'ont appris que si je voulais quoi que ce soit dans ce monde, je devrais me battre bec et ongle pour cela, entièrement seul. Alors que je m'éloignais de ce stade le jour de la remise des diplômes, tenant un volant qui tremblait quand j'atteignais 60 km/h, je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais une rage froide et calculée s'installant dans mes os. Le musée de la douleur qu'ils m'avaient construit fermait ses portes pour toujours. Je n'allais plus jamais leur demander quoi que ce soit. Je n'allais plus jamais leur montrer un autre plan, une autre réalisation, ou une autre larme. Ils m'avaient appris à survivre dans l'obscurité. Et l'obscurité, comme ils étaient sur le point de le découvrir, dissimule toujours les armes les plus dangereuses. Mais d'abord,
je devais toucher le fond absolu. Je devais saigner pour mon avenir. Je me demande s'il savait quel genre de monstre il créait en laissant ses sièges vides. Les 8 mois qui ont suivi ma remise de diplôme ont été comme vivre dans un vide silencieux et suffocant. Le monde continuait d'avancer. Le soleil continuait de se lever, mais aucun son de mon passé ne m'atteignait jamais. Mon téléphone est resté complètement, douloureusement silencieux. Il n'y a eu aucun appel de ma mère pour vérifier si j'étais encore en vie. Il n'y a eu aucun message arrogant de mon père exigeant que je fasse une course. Il n'y a même pas eu un salut paresseux de Baptiste ou de Jules. C'était comme si, à l'instant même où j'ai quitté cette scène de remise de diplôme, j'avais quitté leur univers entièrement. Au début, le silence était assourdissant, mais finalement il est devenu mon armure. J'ai quitté mon appartement universitaire bon marché et j'ai loué une petite chambre misérable au-dessus d'un garage automobile bruyant, dans le pire quartier de la ville. L'air sentait toujours le caoutchouc brûlé et le café rassis. J'ai refusé de travailler pour toute entreprise qui pourrait avoir des liens avec mon père. Au lieu de cela, j'ai pris un emploi sur un chantier de construction commerciale brutalement exigeant, aux limites de la ville. J'étais ingénieur de formation, mais j'étais ouvrier par choix. Je voulais comprendre les os de la ville. Je voulais sentir la saleté sous mes ongles. Pendant 16 heures par jour, je transportais de l'acier, mélangeais du béton et calculais des poids porteurs dans ma tête pendant que la sueur me brûlait les yeux. Mes mains, que ma mère appelait autrefois trop rudes pour tenir de la porcelaine fine, étaient constamment couvertes de coupures profondes et de callosité. Je toussais de la poussière de ciment chaque matin. J'étais épuisé, sale et entièrement seul. Mais j'apprenais aussi. Les architectes d'entreprise dans leurs bureaux climatisés ne savaient pas comment un bâtiment respirait réellement. Moi, si. C'est là que j'ai rencontré Olivier. Olivier était le chef de chantier, un vétéran grincheux de 60 ans qui fumait de terribles cigares et criait sur tout le monde. Il m'a remarqué en train de vérifier la solidité structurelle d'une poutre un soir, longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi. Il ne m'a pas fait d'éloge. Il m'a juste jeté un sandwich rassis à la tête, m'a dit de manger et a commencé à m'apprendre à lire les profondes failles cachées dans une fondation. Olivier est devenu plus un père pour moi pendant ces 8 mois que Valère ne l'avait été en 22 ans. Sous la guidance rude d'Olivier, ma vision s'est aiguisée. J'ai commencé à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que de la décrépitude. C'est là que je l'ai trouvé. La propriété, c'était un vaste quartier d'entrepôts délabrés, situé en plein centre d'un changement de zonage imminent. Tout le monde pensait que c'était une décharge toxique, un taudis complet destiné à la démolition. La banque locale était désespérée de saisir et de liquider le terrain pour quelques centimes juste pour s'en débarrasser. Les grands promoteurs, y compris la société impeccable de mon père, l'ont complètement ignoré parce que c'était trop laid, trop compliqué et couvert de tracasseries juridiques. Mais j'ai vu les plans d'infrastructure cachés de la ville. J'ai passé mes nuits blotties sous une seule ampoule vacillante dans mon misérable appartement. Je comparais les lois de zonage, les rapports environnementaux et les futurs itinéraires de transport. Le terrain n'était pas un terrain vague. C'était une mine d'or parfaitement déguisée en déchets. C'était le centre géographique exact de la prochaine grande expansion commerciale de l'État. Si quelqu'un pouvait le nettoyer et construire en hauteur, il contrôlerait l'intégralité de la skyline du nouveau quartier. Je savais que je devais l'avoir. Je savais que c'était ma seule chance de construire quelque chose qui ne pourrait jamais être ignoré, jamais utilisé comme brouillon et jamais volé par Baptiste. Mais je n'étais qu'un gamin de 22 ans vivant au-dessus d'un garage avec des mains couvertes de sang séché et un compte en banque qui pouvait à peine se permettre des nouilles instantanées. Entreprendre un projet d'une telle ampleur n'était pas seulement risqué, c'était à la limite du suicide. Si j'échouais, je serais endetté pour le reste de ma vie. Je serais exactement l'échec misérable que ma famille avait toujours dit que j'étais. Je me suis tenu devant cet entrepôt en ruine sous une pluie battante, fixant les fenêtres brisées et la brique couverte de graffitis. Mon père avait toujours dit à Baptiste comment manipuler les chiffres sur une feuille de papier vierge pour créer de fausses richesses. Mais moi, j'apprenais à acheter le terrain même sur lequel ces monstres corporatifs marchaient. J'avais juste besoin d'argent. Et obtenir cet argent exigerait de faire le pari le plus terrifiant de toute mon existence. Étais-je prêt à risquer ma propre vie juste pour prouver un point? Toucher le fond ne se produit généralement pas avec un grand fracas. Cela se produit en silence, tard dans la nuit, quand vous réalisez que vous n'avez absolument personne à appeler. J'avais besoin de capitaux. De gros capitaux.
j'ai présenté mon plan de développement complet à 11 banques locales différentes. 11 fois, on m'a ri au nez. J'étais trop jeune. Je n'avais aucun soutien d'entreprise et mon nom de famille, Valère, les faisait seulement demander pourquoi mon riche père ne co-signait pas le prêt. Je ne pouvais pas leur dire la vérité, que mon père préférerait me voir mourir de faim plutôt que de me voir réussir de manière indépendante. Alors j'ai ravalé ma fierté, rassemblé chaque centime que j'avais économisé depuis mes 15 ans, vendu ma voiture et contracté un prêt à taux d'intérêt élevé, incroyablement dangereux, auprès d'une société de capital investissement spécialisée dans les actifs en difficulté. Les conditions étaient brutales. Si je ratais un seul jalon, il saisirait la propriété et me mettrait personnellement en faillite. Je mettais littéralement ma vie en jeu. La nuit précédant la signature des documents de prêt finaux, une énorme tempête hivernale a frappé la ville. Mon chauffage était en panne et j'étais assis sur mon matelas, vêtu de 3 couches de vêtements, frissonnant, fixant l'épaisse pile de documents juridiques. Le doute s'insinuait dans mon esprit comme un poison. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je n'étais qu'un ouvrier couvert de terre qui n'avait rien à faire dans la cour des grands. Peut-être devrais-je simplement déchirer les papiers, accepter ma place au bas de l'échelle et vivre une vie tranquille et invisible. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé dans l'obscurité glaciale. C'était un message de Côme, mon cousin agaçant, qui agissait comme l'espion personnel et le messager de ma famille. J'ai ouvert le message. C'était une photo de ma famille assise autour d'une luxueuse table en chameau dans un restaurant 5 étoiles. Valère tenait un verre de champagne cher, souriant fièrement. Monique semblait impeccable. Baptiste et Jules riaient. La légende que Côme avait tapée en dessous m'a glacé le sang instantanément. Elle disait, on célèbre la nouvelle voiture de luxe de Baptiste. Oncle Valère parlait de toi. Il a dit, le cœur des affaires de cette famille n'est pas fait pour les nettoyeurs de briques et les ratés. J'espère que la terre a bon goût, cousin. J'ai fixé cette photo pendant 5 bonnes minutes. J'ai regardé leurs visages heureux et suffisants. Ils célébraient leur faux succès tout en se moquant activement du fils qui gelait dans le noir. Ils croyaient honnêtement que j'étais brisé. Ils croyaient que je n'étais rien de plus que la chute d'une blague racontée autour d'un vin coûteux. Toute la peur, toute l'hésitation et tout le doute que j'avais ressenti quelques secondes auparavant ont disparu. Ils ont été entièrement remplacés par une clarté blanche, chaude et acérée comme un rasoir. Je n'ai pas répondu à Côme. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai simplement posé lentement le téléphone face contre terre. J'ai ramassé le stylo en plastique bon marché posé à côté des documents. Ma main, meurtrie et abîmée par le chantier de construction, était complètement stable. J'ai tourné la page finale de l'accord de prêt et j'ai signé mon nom. Étienne Valère. J'ai appuyé si fort que l'encre a traversé le papier. J'étais à fond. J'avais hypothéqué mon avenir, ma santé mentale et mon âme pour acheter ce terrain en ruine. Le lendemain matin, je possédais officiellement le pire morceau de propriété immobilière de la ville. Quand je suis entré sur le terrain avec les clés à la main, le vent hurlant à travers les cadres en acier brisé, Olivier m'attendait. Il a regardé les papiers, a regardé le bâtiment en décomposition, et a craché par terre. « Tu es un idiot complet, gamin », grogna Olivier, allumant un cigare. « Mais tu es mon genre d'idiot. » Au travail. Il pensait que je ne faisais que nettoyer des briques. Il pensait que je me noyais dans la saleté. Il n'avait absolument aucune idée que sous la crasse et le silence, je posais tranquillement les fondations d'une forteresse. Une forteresse qui allait finir par projeter une ombre si grande qu'elle plongerait leur petit monde parfait dans l'obscurité totale. L'horloge tournait. Les usuriers attendaient. La ville regardait. Jusqu'où étais-je prêt à me pousser pour voir ma famille tomber ? La reconstruction fut un cauchemar déguisé en opportunité. Transformer un entrepôt toxique et en ruine en un gratte-ciel commercial de luxe exige un niveau d'obsession qui détruit les gens normaux. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas socialisé et j'ai à peine mangé. Je vivais entièrement d'adrénaline, de café noir et d'une pure rancune non filtrée. L'ampleur du projet était stupéfiante. Je parle de couler 4000 tonnes d'acier renforcé. Je parle d'obtenir 17 permis de zonage municipaux différents auprès d'un conseil municipal qui a activement essayé de me faire fermer 2 fois. J'ai passé 200 nuits sans sommeil sur un lit de camp dans un bureau de chantier improvisé, écoutant les sons angoissants des machines lourdes et priant pour que la fondation tienne.
J'ai combattu des entrepreneurs locaux corrompus, négocié avec des représentants syndicaux agressifs et j'ai même dû tenir tête à des membres de gangs locaux qui tentaient d'extorquer de l'argent de protection. Chaque jour était une guerre pour la survie. Mais à travers tout cela, Olivier est resté à mes côtés, poussant l'équipe à avancer quand mon énergie me faisait défaut. Lentement, de manière impossible, la ruine a commencé à s'élever. La brique brisée a été remplacée par du verre élégant et économe en énergie. Le bois pourri a été remplacé par une structure en titane. Le bâtiment est devenu plus grand, plus solide et plus dominant, perçant la ligne d'horizon de la ville comme un énorme doigt d'honneur à tous ceux qui avaient douté de moi. Mais la plus belle partie de ce processus exténuant a été un secret que j'ai découvert strictement par accident. Environ 8 mois après le début de la construction, je révisais des documents municipaux publics pour sécuriser mes conduites d'eau. J'ai remarqué un énorme plan de développement de plusieurs millions d'euros déposé par une société écran. Le plan était incroyablement agressif, visant à acheter tout le quartier environnant pour construire un méga complexe d'appartements de luxe et d'espaces commerciaux. Par pure curiosité, j'ai retracé le conseil d'administration de la société écran. Mon cœur a martelé mes côtes quand j'ai vu les noms. Valère, Baptiste Valère. Mon père et mon frère pariaient l'avenir entier de l'entreprise de notre famille sur cette expansion massive du quartier. Ils y consacraient tous leurs actifs liquides pour acheter les lots environnants. Mais il y avait une faille fatale massive dans leur brillant plan directeur. Ils ne possédaient pas la propriété d'ancrage. Ils ne possédaient pas le hub central qui reliait le réseau électrique, la principale ligne de transport et les droits de zonage premium. Ils avaient supposé que l'entrepôt en ruine au centre appartenait toujours à une banque en faillite, pensant qu'ils pourraient l'acquérir pour quelques centimes quand ils seraient prêts à finaliser leur méga-projet. Ils n'avaient absolument aucune idée que le propriétaire de cette pièce de terrain centrale, vital et irremplaçable, était le fils qu'ils avaient abandonné. Mon bâtiment, mon gratte-ciel de 15 millions d'euros, était le cœur battant de tout leur quartier. Sans mon terrain, leurs propriétés environnantes étaient sans valeur, des îles déconnectées. Ils ne pouvaient pas construire leur route. Ils ne pouvaient pas installer leur système de plomberie commerciale, et ils ne pouvaient pas obtenir leur financement d'investisseur final. Quand j'ai réalisé l'ampleur du levier que je détenais, j'ai éclaté de rire dans mon bureau poussiéreux. C'était un son froid et dur. Valère s'est toujours enorgueilli d'être le prédateur le plus intelligent de la pièce. Il a toujours appris à Baptiste à écraser les faibles et à manipuler le marché. Il se vantait toujours de pouvoir acheter sa sortie de n'importe quel problème. J'ai fixé le plan de ma tour en flèche, complètement entouré de leurs investissements vulnérables. J'avais accidentellement construit une guillotine, et mon père posait avec impatience son propre coup sur le billot. L'ironie était si délicieuse qu'elle en semblait presque illégale. Le bâtiment fut enfin achevé un froid mardi matin de novembre. La dernière vitre fut installée. Les sols du hall furent polis à un éclat miroir et les permis d'occupation officiellement estampillés. Je me tenais sur le toit, regardant la ville, sentant le vent glacial fouetter mon visage. Je l'avais fait. J'avais survécu à la saleté, à la dette et à l'isolement. J'avais bâti un empire à partir des décombres. Mon père avait toujours pensé qu'il pouvait tout acheter dans ce monde. J'avais hâte de voir combien il serait prêt à payer pour la survie de son propre héritage. L'explosion se produisit exactement 3 jours après l'inspection finale. J'avais engagé une agence de relations publiques impitoyable et très efficace pour gérer le lancement du bâtiment. Je leur avais donné une instruction simple, assurez-vous que chaque personne dans cette ville connaisse mon nom, et ils ont livré. Un jeudi matin, les médias immobiliers locaux et nationaux sont devenus absolument fous. Mon visage, mon nom et l'imposante structure de verre que j'avais construite étaient affichés en première page, sur chaque blog financier et dans chaque segment d'information du matin. Les titres étaient incessants. Jeune visionnaire transforme un bidonville en gratte-ciel de 15 millions d'euros. Étienne Valère, le nouveau roi de la ligne d'horizon commerciale. Le génie indépendant qui a battu les géants de l'entreprise. Le récit était parfait. J'étais l'outsider parti de rien omettant complètement mon riche passé familial pour bâtir un chef-d'œuvre. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant près de 2 ans, a soudainement explosé. Les notifications se sont brouillées à l'écran. Des investisseurs, des banquiers, des politiciens et d'anciens camarades de classe qui m'avaient ignoré à la remise des diplômes inondaient soudainement ma boîte de réception de louanges et de demandes de rendez-vous. J'ai regardé la batterie se vider alors que toute la ville réalisait qui j'étais. Mais j'attendais une seule notification spécifique.
J'étais assis dans mon bureau pentouze, sirotant un café noir, fixant l'écran. À exactement 10h45, c'est arrivé. Un SMS est apparu. Le nom de l'expéditeur a ralenti mon pouls à un rythme froid et régulier. Valère. J'ai ouvert le message. Il disait, Étienne, j'ai vu les nouvelles. Nous sommes une famille. Rentrez immédiatement pour le dîner ce soir à 18h. Nous devons discuter de votre avenir. J'ai lu les mots encore et encore. Nous sommes une famille. Rentrez immédiatement. L'audace pure. L'arrogance absolument époustouflante de cet homme après 2 ans de silence total. Après avoir laissé mes sièges de remise de diplôme complètement vides après s'être moqué de moi comme d'un nettoyeur de briques. La seconde où je possédais quelque chose d'une immense valeur. La seconde où ma valeur nette a grimpé en flèche dans la fourchette des 8 chiffres. Le lien du sang est soudainement redevenu sacré. Ce n'était pas des excuses. C'était une convocation. Il claquait des doigts, s'attendant à ce que le chien obéissant revienne en courant sur le porche avec un sac plein d'argent. J'ai regardé mon reflet sur l'écran sombre de mon téléphone. Je n'étais plus le garçon terrifié et désespéré qui implorait l'approbation de son père. J'étais un homme forgé dans le béton et l'acier. J'avais de la terre sous mes ongles qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais laver. Et je la portais comme un insigne d'honneur. Je me suis levé de ma chaise en cuir, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers le placard. Je n'ai pas mis de costume italien sur mesure. Je ne voulais pas ressembler à Baptiste. Au lieu de cela, j'ai enfilé mes bottes de travail à embouts d'acier éraflés. J'ai enfilé la veste en toile lourde et délavée que j'avais portée pendant les nuits d'hiver glaciales de la construction. Et surtout, j'ai ramassé un épais et lourd dossier en cuir contenant les documents de propriété incontestables et inattaquables du gratte-ciel de 15 millions d'euros, ainsi que les cartes détaillées de leurs propriétés environnantes vulnérables. Ils brandissaient un faux drapeau de loyauté familiale, s'attendant à ce qu'un garçon naïf franchisse leur porte d'entrée. Mais ce soir, ils n'allaient pas avoir un fils. Ils allaient avoir leur propriétaire. Ils allaient avoir leur bourreau. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, le lourd dossier reposant sous mon bras. Ils voulaient que je rentre immédiatement, très bien. Je leur donnerai exactement ce qu'ils demandaient, mais Dieu les aide quand je franchirai cette porte. Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir cette famille toxique obtenir exactement ce qu'elle mérite, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à Revanche Silencieuse et laisser un commentaire ci-dessous en me disant le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre, et je vous remercie énormément. Le retour vers le quartier résidentiel clôturé où j'avais passé les 2 premières décennies de ma vie fut comme un voyage dans le temps vers un cauchemar dont je pensais enfin m'être échappé. Les pelouses impeccables, les immenses chênes bordant les rues, les allées parfaitement pavées reflétant la douce lueur des lampadaires. Tout semblait aussi immaculé, cher et totalement vide que dans mon souvenir. J'ai garé mon camion de travail fané et couvert de poussière juste devant les grandes portes de la vaste propriété de mes parents. Je l'ai garé directement derrière la nouvelle voiture de sport de luxe rutilante de Baptiste, un véhicule qui coûtait probablement plus cher que le budget entier de mon premier projet de construction. J'ai coupé le moteur, écoutant le cliquetis familier de l'échappement avant qu'il ne s'estompe dans le silence. Je suis resté assis dans l'habitacle silencieux un long moment, serrant le volant. Mon cœur était complètement stable. Mes paumes étaient sèches. Je n'étais plus le gamin anxieux et désespéré qui se garait dans cette même allée, priant pour une seule miette d'affection ou un signe d'approbation. Ce garçon était mort le jour de la remise des diplômes. J'ai saisi le lourd dossier en cuir sur le siège passager, sentant le poids des documents inattaquables à l'intérieur, je suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai monté les grands escaliers en pierre. Je n'ai pas pris la peine de frapper. La lourde porte d'entrée en acajou était déverrouillée, comme toujours lorsqu'ils attendaient des invités qu'ils voulaient impressionner. Je l'ai poussée et je suis entré dans le grand foyer. La maison sentait exactement la même chose, un mélange nauséabond de bougies à la vanille coûteuse, de cirage frais et de viande rôtie. Elle sentait la fausse perfection et la pourriture cachée. Tandis que je marchais lentement vers la salle à manger formelle, les sons de rire légers, polis et pratiqués flottaient dans le couloir. Je suis entré dans l'embrasure de la porte, laissant mes lourdes bottes de travail à embouts d'acier claquer bruyamment sur le parquet importé, et les rires se sont brusquement arrêtés. La table de la salle à manger était dressée comme une salle de conseil d'administration aux enjeux élevés, se faisant passer pour un dîner de famille chaleureux. La fine porcelaine était sortie,
les verres en cristal captaient la lumière du lustre, et le placement était intensément calculé. Valère était assis au bout de la longue table, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, ayant l'air du patriarche impitoyable et imposant qu'il se croyait être. Monique était assise à sa droite, drapée dans une robe de soie coûteuse, ses cheveux parfaitement coiffés pour projeter l'image d'une mère impeccable. Baptiste et Jules étaient installés avec désinvolture sur le côté gauche. Baptiste était occupé à ajuster une montre en or ostentatoire et surdimensionnée à son poignet tandis que Jules tapait furieusement sur son téléphone, prêtant à peine attention au monde réel qui l'entourait. Mais il y avait une cinquième personne assise à la table, quelqu'un qui ne partageait pas notre nom de famille, un homme que j'ai immédiatement reconnu sur les couvertures des magazines locaux d'affaires et de finances. Armand. C'était un investisseur commercial privé notoirement agressif, un homme qui finançait des projets urbains massifs et était connu pour écraser les petits promoteurs indépendants sans y penser à deux fois. Valère leva les yeux de son verre de vin, ses yeux froids balayant d'un air critique mes bottes de travail éraflées, mon jean délavé et ma lourde veste en toile. Pendant une fraction de seconde, je vis le flash familier d'un profond dégoût dans ses yeux. Le même regard qu'il me donnait quand je rentrais à la maison couvert de graisse du garage. Mais il le masqua rapidement d'un sourire tendu, terrifiant et faux. Il ne se leva pas pour me saluer. Il n'offrit ni accolade ni poignée de main. Il désigna simplement l'unique chaise vide placée à l'extrémité opposée de la table, aussi loin de lui que possible physiquement. « Étienne, dit-il, sa voix douce et dégoulinante de fausse chaleur. Tu es vraiment venu. Assieds-toi. » Monique entra immédiatement en action, jouant sa performance habituelle pour l'inviter. Elle se leva, s'approcha de moi et me tapota légèrement l'épaule, d'une manière incroyablement maladroite, faisant extrêmement attention à ne pas laisser sa manche en soie coûteuse toucher ma veste poussiéreuse. « Oh, chérie, regarde-toi. Tu nous as tellement manqué dans cette maison. » Sa voix était dégoulinante de douceur artificielle, mais ses yeux étaient froids, scrutant mon visage, cherchant l'ancienne vulnérabilité qu'elle utilisait pour me manipuler. Je ne lui dis pas un seul mot. Je ne sciais même pas. Je passai simplement devant sa main tendue et pris ma place désignée au bout de la table. Baptiste se pencha en avant, faisant tournoyer un verre de vin rouge foncé. Un sourire condescendant et arrogant plaqué sur son visage. Eh bien, regardez qui a enfin décidé de rejoindre le monde civilisé. J'entends dire que tu as eu de la chance là-bas, petit frère. Retourner une décharge dans les pires taudis de la ville. Pas mal pour un gars qui nettoyait des briques et transportait du ciment pour un salaire minimum. Mais jouer avec l'immobilier commercial demande de vrais cerveaux, Étienne. Ne laisse pas un seul projet chanceux te monter à la tête. Je me suis versé un verre d'eau glacée de la carafe en cristal, prenant mon temps. J'ai regardé Baptiste droit dans les yeux, observant le brillant arrogant dans son expression et j'ai souri calmement. Je m'en souviendrai, Baptiste. Merci pour ce conseil commercial profond et durement acquis. Je les ai laissés jouer leur petite pièce de supériorité. Je les ai laissés établir leur domination devant leurs riches investisseurs. Je savais que plus ils se sentaient arrogants et en sécurité à ce moment-là, plus leur chute serait inévitablement dure lorsque la vérité éclaterait enfin. J'ai posé mon lourd dossier en cuir à plat sur la table juste à côté de mon assiette. Le piège était parfaitement tendu. Le dîner se déroula avec une politesse exaspérante et étouffante. Nous avons mangé de l'agneau rôti et des légumes coûteux tandis que la conversation circulait autour de moi comme si j'étais un fantôme. Armand, l'investisseur milliardaire, me regardait d'un air calculateur et vif, se demandant clairement pourquoi le fils sauvage, imprévisible et aliéné avait été invité à cette table aux enjeux élevés. Il n'arrêtait pas de regarder ma veste en toile, puis le lourd dossier en cuir posé à côté de mon assiette, essayant de résoudre le mystère de ma présence. Alors que les assiettes étaient enfin débarrassées par le personnel de service, Valère se racla bruyamment la gorge. C'était le signal universel dans la maison Valère. Cela signifiait la fin de la fausse réunion de famille et le début du véritable agenda impitoyable. Il croisa précisément les mains sur la table et se pencha en avant, adoptant son meilleur ton paternel autoritaire. « Étienne, ta mère et moi sommes incroyablement fiers de ce que tu as réussi à rassembler là-bas dans la terre, » commença Valère, les mots sonnant comme du papier de verre sortant de sa bouche. Mais les articles de presse locaux exagèrent ton petit projet de rénovation. Tu as construit une belle tour. Oui, je te donne du crédit pour le travail physique, mais une seule tour de luxe entourée de terrains vides et d'infrastructures en décomposition n'est rien d'autre qu'une île. Elle est incroyablement vulnérable.
Tu es complètement dépassé, fils. Les coûts de maintenance, les impôts fonciers, les négociations avec les locataires d'entreprise, les frais municipaux, tout cela te dévorera en une seule année. Tu n'as pas le soutien nécessaire pour survivre à l'hiver. Baptiste intervint à son tour, se penchant en arrière sur sa chaise avec une confiance suprême et non méritée. Exactement ce que papa dit. Tu l'as construit, ce qui est mignon, mais tu ne sais pas gérer un actif de 15 millions d'euros. Tu n'as pas l'infrastructure d'entreprise ni l'équipe juridique, mais nous, si. Nous travaillons sur un plan de développement massif à l'échelle du quartier depuis 18 mois. Nous achetons tous les terrains de ce secteur spécifique. Nous allons revitaliser tout le pâté de maisons et le transformer en un pôle commercial de premier ordre. Monique joignit ses mains, me regardant au bout de la table avec des yeux suppliants et larmoyants, activant parfaitement ses tactiques de manipulation émotionnelle. Nous voulons que tu fasses partie du véritable héritage familial, Étienne. Nous voulons te ramener au bercail, là où est ta place. Ton père et ton frère ont travaillé si incroyablement dur sur ce plan directeur. Nous voulons intégrer ton bâtiment dans notre vision plus large. C'est ce que font les vraies familles. Nous nous protégeons mutuellement de l'échec. Je les ai regardés tous les trois travailler en parfaite harmonie manipulatrice et toxique. C'était une chose terrifiante à observer de l'extérieur. Valère appliquait la pression financière logique. Baptiste fournissait l'arrogance et le dénigrement pour briser ma confiance. Et Monique utilisait le chantage émotionnel pour me faire sentir coupable de résister. C'était un cours magistral en abus psychologique. Armand parla enfin, sa voix douce, professionnelle et dégoulinante d'argent. Votre père a une vision vraiment brillante pour la ville, Étienne. Les terrains environnants sont en cours d'acquisition agressive par nos sociétés de portefeuille en ce moment même. Si vous acceptez d'intégrer votre seule propriété dans notre vaste portefeuille d'entreprise, nous pouvons créer un pôle commercial unifié et imparable. Nous sommes prêts à vous offrir un rachat très généreux pour vous décharger de ce fardeau. J'ai pris une très lente et délibérée gorgée d'eau glacée, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Un rachat, répétai-je doucement, posant le verre. Et à quoi ressemble exactement ce généreux rachat familial? Écoutons les chiffres, Valère. Valère n'a même pas scié. Il m'a regardé avec des yeux froids et morts. Nous reprendrons le bâtiment à l'exact coût de vos matériaux de construction bruts et de la main-d'œuvre. Cela effacera vos dettes à taux d'intérêt élevés et vous partirez libre et net sans déposer le bilan. En échange, nous vous donnerons un poste de chef de projet junior sous Baptiste au bureau principal. Vous aurez un salaire stable et fiable, des avantages sociaux, et vous ferez enfin partie intégrante et contributive de cette famille. J'ai regardé Valère, laissant ses mots se propager dans l'air. Il était complètement sérieux. Il voulait que je lui cède un gratte-ciel de 15 millions d'euros entièrement développé et très rentable pour le coût minimum du béton et de l'acier juste pour qu'il puisse l'utiliser comme le joyau éclatant de son propre projet ambitieux. Il voulait effacer complètement ma réussite, absorber ma richesse nouvellement créée et me remettre sous la botte de Baptiste, à apporter le café et à prendre les ordres, tout cela déguisé sous la bannière écœurante de l'unité familiale. Ils avaient désespérément besoin de mon bâtiment pour valoriser leurs propriétés stériles environnantes. Et ils pensaient réellement que j'étais toujours le gamin brisé et désespéré qui allait simplement le donner pour une tape sur la tête. J'ai regardé autour de la table leurs visages avides et pleins d'attente. Le temps de jouer à leur jeu malade était officiellement terminé. Un poste de chef de projet junior sous Baptiste, répétai-je l'offre insultante, laissant les mots peser lourdement dans le silence tendu de la salle à manger. J'ai laissé échapper un rire bas et authentique. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était sombre, aigu et complètement dépourvu de toute chaleur ou soumission. La mâchoire de Valère se contracta visiblement. Le sourire arrogant de Baptiste vacilla légèrement, remplacé par un éclair de confusion authentique. Y a-t-il quelque chose de drôle dans ton avenir, Étienne, claqua Valère, sa façade calme et paternelle se brisant instantanément pour révéler le dictateur agressif en dessous. J'ai cessé de rire. Mon visage est devenu mortellement sérieux, écartant toute illusion que j'étais là pour négocier. J'ai glissé ma main rugueuse et calleuse sur le lourd dossier en cuir posé à côté de mon assiette. Ce qui est drôle, Valère, c'est que vous croyez vraiment être la personne la plus intelligente assise dans cette pièce en ce moment. Vous croyez honnêtement que vous pouvez laisser 4 sièges vides à ma remise de diplôme universitaire, ignorer toute mon existence pendant 2 longues années, me laisser saigner dans la terre.
puis me siffler pour que je revienne en courant juste parce que vous avez réalisé que je détiens le billet de loterie gagnant? Étienne, comment oses-tu parler ainsi à ton propre père dans cette maison? S'écria Monique bruyamment, serrant son coûteux collier de perles dans une fausse horreur, jouant parfaitement son rôle de matriarche offensée. Je l'ai complètement ignoré. J'ai gardé mes yeux froids rivés entièrement sur Valère, ramassant le lourd dossier. Vous avez secrètement acheté les terrains vides environnants. Vous avez versé des dizaines de millions d'euros de vos propres fonds d'entreprise pour sécuriser le périmètre. Vous avez dit à Armand ici que vous aviez un plan directeur impeccable pour le quartier, mais votre brillant plan directeur a un énorme trou fatal et sanglant en son centre absolu, n'est-ce pas? J'ai levé le lourd dossier en cuir et je l'ai claqué sur le centre de la table à manger en acajou de toutes mes forces. Le bruit sourd et aigu a résonné dans la grande salle à manger comme un véritable coup de feu. Les verres à vin en cristal ont vibré violemment, faisant couler des gouttes rouges sur la nappe blanche. Baptiste a reculé sur sa chaise. Jules a laissé tomber son téléphone. « Ouvrez-le » ai-je ordonné, ma voix tombant dans un registre glacial et dangereux que je n'avais jamais utilisé dans cette maison auparavant. Valère a regardé le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Il a refusé de le toucher. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais son ego ne lui permettait pas de l'admettre. Mais Armand, l'investisseur milliardaire, était un homme qui ne survivait que grâce à des informations et des données concrètes. Il a tendu une main légèrement tremblante, a détaché la lourde sangle en cuir et a ouvert la première page. J'ai regardé le visage d'Armand incroyablement attentivement. Il a fallu exactement 4 secondes pour que son calme professionnel et intouchable se désintègre complètement et entièrement. Ses yeux s'écarquillèrent considérablement alors qu'il parcourait les documents municipaux certifiés, les actes de propriété estampillés par l'État et les approbations de zonage inattaquables. La couleur s'est entièrement retirée de son visage, le laissant pâle à en être écœurant, comme s'il venait de voir un fantôme. Sa respiration s'est coupée audiblement dans la pièce silencieuse. « Armand, qu'est-ce que c'est » demanda Baptiste, sa voix soudainement empreinte d'une panique nerveuse et sévère. « Qu'est-ce qu'il dit » Armand leva lentement les yeux des documents, ses yeux naviguant frénétiquement entre Valère et moi avec une horreur pure et absolue. « Valère » murmura Armand, sa voix tremblante si fort qu'il pouvait à peine former les mots. « La propriété d'ancrage central, le gratte-ciel au milieu du quartier. Vous m'avez explicitement dit que le propriétaire était un gamin indépendant et désespéré qui céderait facilement à notre pression financière. Il est désespéré, grogna Valère, me lançant un regard de pure haine. C'est mon fils. Il fera exactement ce qui est le mieux pour l'entreprise familiale. Vous ne comprenez pas, Valère, dit Armand, sa voix montant en une panique brute alors qu'il tournait agressivement les 2e et 3e pages des documents légaux. Il ne possède pas seulement le bâtiment. Il possède les droits de zonage commercial exclusifs pour l'ensemble du périmètre de 3 pâtés de maison. Le conseil municipal lui a accordé un monopole d'infrastructures localisées parce qu'il a revitalisé une zone toxique morte. Il possède les droits sur le réseau. Armand claqua l'épaisse pile de papier sur la table, regardant Valère avec une fureur pure et déchaînée. Si nous voulons acheminer des lignes électriques, des conduites d'eau commerciale ou un accès de transport vers l'un des terrains environnants que nous venons d'acheter, nous devons lui payer le prix exorbitant qu'il demande. Il détient les clés de tout le quartier. Espèce d'arrogant. Vous m'avez conduit directement dans un piège. Un silence complet, suffocant et absolu s'abattit sur la pièce. C'était le terrible silence d'un empire en effondrement. Baptiste laissa tomber son verre de vin. Il se brisa bruyamment sur le parquet, le vin rouge foncé saignant sur le coûteux tapis perçant comme une blessure fraîche. Monique couvrit sa bouche des 2 mains, ses yeux écarquillés d'un choc effréné. Valère me fixait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, son cerveau essayant désespérément de traiter le fait impossible que le fils qu'il avait jeté comme une ordure détenait désormais un pouvoir absolu et terrifiant sur toute son existence financière. « Toi » expira Valère, sa voix tremblante d'un mélange volatile de rage et de pure incrédulité. « Tu as planifié cela depuis le début. » « Non, Valère, répondis-je, me penchant en arrière sur ma chaise, totalement et complètement détendu. J'ai juste construit ma propre vie. C'est vous qui avez accidentellement construit tout votre empire juste dans mon ombre. Je veux faire une pause ici. Si vous aimez cette histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir cette famille toxique obtenir exactement ce qu'elle mérite, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à Revanche Silencieuse et laisser un commentaire ci-dessous en me disant le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre,
et je vous remercie énormément. Retournons à la destruction absolue. La tension dans la salle à manger était si incroyablement épaisse qu'elle était physiquement suffocante. Le visage de Valère prenait une teinte dangereuse et malsaine de violet. Il ouvrit la bouche pour crier, pour exiger une obéissance aveugle, pour affirmer violemment l'autorité qu'il croyait faussement posséder encore sur moi. Il se préparait à déchaîner la même rage terrifiante qui m'avait tenu en respect pendant toute mon enfance. Mais avant qu'un seul mot ne puisse quitter ses lèvres tremblantes, mon téléphone portable, posé tranquillement sur la table à côté de mon verre d'eau, se mit à sonner bruyamment. Le son numérique aigu fendit le silence lourd et suffocant comme un couteau dentelé. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte à l'écran. C'était exactement l'appel téléphonique que j'avais orchestré et parfaitement synchronisé. J'ai décroché le téléphone, glissé délibérément l'icône de réponse et appuyé sur le bouton du haut-parleur, plaçant l'appareil en plein centre de la table, à côté des documents de propriété. Étienne. Mon garçon, tu es là. Une voix retentissante, confiante et incroyablement puissante résonna bruyamment dans la salle à manger. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table. Je suis là. Romain, vous êtes en haut-parleur avec ma famille et monsieur Armand. Romain était le chef senior de la commission d'urbanisme et de zonage de la ville. C'était un homme d'absolue fermeté, complètement immunisé contre les pots de vin, la pression politique et l'intimidation d'entreprises sur lesquelles les hommes riches comme mon père comptaient pour voler des terres. Romain avait personnellement vu à quel point j'avais lutté pour nettoyer ce quartier quand tout le monde l'avait abandonné à la pourriture, et il me respectait énormément pour cela. Armand reconnut immédiatement la voix puissante. L'investisseur milliardaire s'effondra sur sa chaise, complètement vaincu, comme si la vie l'avait quitté. Excellent, la voix de Romain crépita clairement à travers le haut-parleur du téléphone, remplissant la pièce silencieuse. Je voulais juste vous appeler et vous donner la nouvelle officielle personnellement avant qu'elle ne paraisse dans la presse demain matin. Le maire a officiellement signé les derniers permis d'expansion du quartier il y a exactement 1 heure. Votre gratte-ciel de 15 millions d'euros est officiellement et légalement désigné comme le pôle commercial et utilitaire principal du nouveau secteur. Cela signifie que tout développement environnant et je vois que certaines entités corporatives avides ont aveuglément acheté la terre périphérique doit soumettre ses plans d'intégration d'infrastructures directement à vous pour approbation. Vous avez un droit de veto absolu sur l'eau, le réseau électrique et les routes d'accès. Étienne, félicitations, gamin. Vous possédez la ligne d'horizon. Merci, Romain. J'apprécie l'appel et toute votre aide, dis-je calmement, maintenant un contact visuel ininterrompu et perçant avec Valère tout le temps. Ne me remercie pas, gamin. Tu l'as gagné avec du sang, de la sueur et de la saleté pendant que ces vautours d'entreprise restaient confortablement sur la touche. Profite bien de ta soirée. La ligne se coupa. La confirmation était absolue et irréversible. Ce n'était pas seulement un bout de papier. C'était le poids écrasant de toute l'administration municipale derrière moi. Je les avais légalement, financièrement et stratégiquement déjoués sur tous les fronts. Il n'y avait aucune échappatoire. Il n'y avait aucun pot de vin que Valère aurait pu payer pour arranger ça. Valère ressemblait à un homme qui venait d'être jeté d'un immeuble de 10 étages et attendait impuissant de s'écraser sur le trottoir en béton. Ses yeux balayaient frénétiquement la pièce, fixant les murs, fixant les éclats de verre sur le sol, cherchant désespérément une issue, une faille juridique, une faiblesse à exploiter. Mais il n'y avait absolument rien. L'énorme empire immobilier qu'il avait passé des décennies à construire par la manipulation et la cruauté dépendait désormais entièrement de la merci du fils qu'il avait traité comme une ordure. C'est complètement illégal, hurla soudain Baptiste, sa voix se brisant hystériquement alors qu'il pointait un doigt violemment tremblant vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons mis des dizaines de millions d'euros dans ces terrains environnants. Tu as volé notre avenir. Je tournai mon regard froid vers mon frère aîné. L'enfant prodige transpirait abondamment. Son coûteux costume sur mesure lui semblait soudain beaucoup trop grand. Je n'ai rien volé, Baptiste. J'ai acheté un terrain vague toxique que tu avais trop peur de toucher. J'ai construit quelque chose de magnifique avec mes propres mains. C'est vous qui avez acheté aveuglément les terrains environnants, assumant avec arrogance que vous pouviez simplement intimider le propriétaire vulnérable du centre. Vous avez joué à un jeu de Monopoly très dangereux et vous avez perdu. Je fis une pause, me penchant plus près de lui, laissant mes mots s'enfoncer dans son cerveau paniqué. Les affaires, c'est la survie du plus apte. N'est-ce pas, Baptiste? N'est-ce pas exactement ce que tu m'as dit quand tu as volé mon contrat de toiture il y a des années?
Baptiste ouvrit la bouche pour crier à nouveau, mais aucun son n'en sortit. Il regarda désespérément Valère pour de l'aide, pour le salut, pour que son père règle le problème comme il l'avait toujours fait. Mais Valère était complètement paralysé. La prise de conscience de sa défaite totale et inéluctable lui coupait le souffle. La dynamique de pouvoir dans la grande salle à manger bascula violemment et complètement, passant des exigences arrogantes à une désespérance pathétique absolue en quelques secondes. Monique fut la première à céder sous la pression. Elle éclata en larmes théâtrales et violentes, renversant sa chaise en se précipitant autour de la table pour tenter de me saisir le bras. « Étienne, s'il te plaît » gémit-elle bruyamment, ses doigts parfaitement manucurés s'enfonçant frénétiquement dans le tissu rugueux de ma veste en toile. « Tu ne peux pas nous faire ça. Cela ruinera l'entreprise familiale. Ton père perdra tout ce pour quoi il a travaillé. Le fonds fiduciaire de Jules disparaîtra. La carrière de Baptiste sera ruinée. Nous perdrons notre maison. Tu déchires cette famille. » Je la regardais, ses mains tremblantes s'accrochant à ma veste. Je ne lui criais pas dessus. Je ne la repoussais pas avec colère. Je me contentais de tendre la main, de détacher ses doigts tremblants de ma manche un par un, et de faire un pas en arrière délibéré, créant une frontière physique. « Ne me touchez pas, Monique, dis-je, ma voix dangereusement calme et complètement dépourvue d'empathie. Vous avez déchiré cette famille le jour où vous avez laissé Jules gâcher ma vie et m'en blâmer. Vous l'avez déchiré lorsque vous avez regardé Valère me traiter comme une maladie pendant 22 ans et que vous n'avez absolument rien fait d'autre qu'applaudir depuis les coulisses. » Valère retrouva enfin sa voix. Il se leva lentement, ses jambes tremblant visiblement sous la table. Le tyran terrifiant que j'avais craint toute ma vie avait complètement disparu, instantanément remplacé par un vieil homme terrifié et brisé, fixant l'abîme de la ruine financière totale. « Étienne, mon fils, s'il te plaît, soyons raisonnables. » Il força une déglutition sèche, son ego massif se brisant en 1 million de morceaux juste devant moi. « Je ferai de toi un partenaire à part entière, avec des parts égales aux miennes. Baptiste démissionnera immédiatement. Tu pourras diriger toute l'aile de développement de l'entreprise. Juste signe les papiers d'intégration ce soir, s'il te plaît. Nous perdrons tout si ces terrains environnants restent vides. » Je me tenais là et j'ai regardé le grand Valère, l'intouchable, mendier. C'était le moment exact dont j'avais rêvé si vivement pendant toutes ces nuits glaciales passées à dormir sur un lit de camp sur le chantier. Tous ces jours passés à tousser de la poussière de ciment. Toutes ces années à me sentir invisible et sans valeur. J'ai toujours pensé que ce moment précis m'apporterait une joie immense et explosive. Je pensais que je ressentirais un triomphe me pompant dans les veines. Mais en les regardant maintenant, tremblant, pleurant, pathétiques, se dépouillant de leur dignité pour de l'argent, je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de joie, juste un vide froid et incroyablement lourd. Ils n'étaient plus des monstres. Ils n'étaient que des gens faibles, remarquablement avides. « Partenaire » répétai-je, secouant lentement la tête avec dégoût. « Vous pensez vraiment que je veux être partenaire dans une entreprise en faillite bâtie sur des mensonges et des contrats volés? Vous pensez que je veux m'asseoir dans un bureau à côté de vous? » J'ai tendu la main et j'ai tiré le lourd dossier en cuir vers moi, refermant la sangle d'un claquement définitif. « Je ne vous vends pas, Valère. Je ne m'intègre pas à vous, et je ne vous sauve certainement pas. »« Alors qu'est-ce que tu vas faire, bon sang ?» demanda Armand, sa voix pleine d'une terreur pure, réalisant que ses propres investissements massifs étaient inextricablement liés au navire de Valère qui coulait rapidement. J'ai regardé Armand, puis j'ai lentement ramené mon regard vers mon père, lui assénant le coup fatal final. « Demain matin à 8 heures, je signerai un contrat de location exclusif de 10 ans pour l'ensemble des espaces commerciaux et de vente au détail du rez-de-chaussée de mon gratte-ciel. Je le loue directement à Développement Horizon. » Valère halta brusquement, serrant sa poitrine des 2 mains comme s'il avait été physiquement touché au cœur. Développement Horizon était son plus grand, le plus détesté et le plus impitoyable rival d'entreprise. Ils avaient agressivement essayé de pousser Valère complètement hors du marché de la ville pendant une décennie. « Je donne à votre pire ennemi les clés du quartier », continuai-je, ma voix résonnant d'une brutalité finale. Ils construiront leur propre infrastructure directement à travers vos terrains vides et inutiles. Vous serez légalement contraint de leur vendre votre terrain pour une bouchée de pain juste pour éviter la faillite totale. Je ne me contente pas de refuser de vous aider, Valère. Je remets l'épée du bourreau directement aux personnes qui vont massacrer votre héritage. Espèce de sale petit bâtard vindicatif, hurla Baptiste à plein poumon,
se jetant sauvagement sur la table à manger, renversant assiette et verre. Mais avant qu'il ne puisse même s'approcher de moi, Armand intervint, repoussant Baptiste violemment par les épaules. « Asseyez-vous, espèce d'idiot » rugit furieusement Armand à Baptiste avant de tourner un regard terrifié et soumis vers moi. Armand savait exactement qui détenait le pouvoir dans cette ville maintenant, et il n'allait pas risquer de mettre en colère le nouveau roi. J'ai ramassé mon dossier en cuir et je l'ai calé en toute sécurité sous mon bras. Je les ai regardés tous les 4 une dernière fois, imprimant l'image de leur ruine dans ma mémoire. Vous avez laissé 4 sièges vides à ma remise de diplôme parce que vous pensiez que je ne valais pas votre temps. Maintenant, vous allez devoir regarder 4 comptes bancaires vides pour le reste de vos misérables vies. Passez un excellent dîner. Je souhaite ajouter un rappel rapide ici. Veuillez laisser un commentaire disant « Je gagne ci-dessous ». C'est notre code secret pour les vrais fans qui regardent jusqu'à la fin. Et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce mot-clé. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti lentement de la salle à manger. Je n'ai pas couru. J'ai marché à pas délibérés et lourds, laissant le son de mes bottes de travail résonner sur leurs soles importés. Derrière moi, la salle à manger a éclaté dans un chaos absolu et déchaîné. J'entendais Baptiste crier furieusement à Armand, blâmant l'investisseur de ne pas avoir fait plus de recherches. J'entendais Monique gémir hystériquement, ses sanglots dramatiques résonnant sous les hauts plafonds du manoir. Et sous tout ce bruit, j'ai entendu le lourd et écœurant bruit de Valère s'effondrant sur sa chaise en bois, respirant lourdement, un homme complètement brisé qui venait de voir tout son empire réduit en poussière sous ses yeux. J'ai poussé la lourde porte d'entrée et je suis sorti dans la nuit fraîche et sombre. L'air vif et propre m'a frappé les poumons instantanément, emportant l'odeur suffocante de fausse vanille et de vin cher. J'ai descendu les marches en pierre, passant juste devant la voiture de sport ridiculement ostentatoire de Baptiste, et je suis monté dans la cabine de mon camion cabossé et poussiéreux. J'ai jeté le dossier en cuir sur le siège passager, mis la clé dans le contact et démarré le moteur. Il a toussé une seconde, a rugi à la vie et s'est calé sur un ronronnement stable et fiable. Alors que je franchissais les immenses portes en fer du quartier, j'ai regardé dans le rétroviseur. La vaste propriété est devenue de plus en plus petite jusqu'à être complètement engloutie par l'obscurité des arbres. Je n'y retournerai jamais. Ni pour les vacances, ni pour leurs inévitables faillites, ni pour les funérailles, ni pour rien. Les lourdes chaînes rouillées qui m'avaient lié à cette famille toxique pendant 22 ans étaient enfin définitivement brisées. J'ai pris l'autoroute, roulant vite vers le cœur de la ville. La radio était éteinte. Le seul son était le vent froid s'engouffrant par les fenêtres. J'ai ressenti un étrange et accablant sentiment de légèreté se dilatant dans ma poitrine. J'avais passé toute ma vie à essayer de prouver ma valeur à des gens qui étaient complètement aveugles par choix. Je m'étais presque détruit à essayer de gagner une place à une table qui était pourrie jusqu'à la moelle. Mais là, dans la terre, le béton et l'acier, j'avais construit ma propre table. Tandis que j'approchais du quartier des affaires, la ligne d'horizon de la ville a commencé à s'élever autour de moi. Les lumières néons passaient en flou, peignant la ville sombre de couleurs vibrantes. Et là, dominant absolument tout le reste, en plein centre du quartier, se dressait mon gratte-ciel. Le géant de verre de 15 millions d'euros brillait de mille feux dans le ciel nocturne, servant de phare massif de survie, de résilience et de force inébranlable. Ce n'était pas juste un bâtiment de béton et de verre. C'était la preuve absolue que j'existais. C'était la preuve que je comptais. Je suis entré dans le parking souterrain privé, j'ai garé mon camion à ma place réservée et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Je suis entré dans mon Pantouse inachevé. Les immenses fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique à couper le souffle sur la ville scintillante en contrebas. Je me suis tenu là, dans le silence, regardant le monde pour lequel j'avais combattu et que j'avais conquis. Mon téléphone a vibré violemment dans ma poche. C'était un barrage de SMS frénétique de Jules, me suppliant de reconsidérer, plaidant qu'il avait désespérément besoin de son fonds fiduciaire pour payer d'énormes et dangereuses dettes de jeu. Je n'ai pas lu le reste. J'ai simplement éteint complètement le téléphone et je l'ai jeté sur une table voisine. Le silence dans mon Pantouse n'était pas le silence douloureux et isolant de mon jour de remise de diplôme. C'était le silence paisible et victorieux d'un homme qui avait enfin trouvé sa vraie maison. Il pensait pouvoir me briser en m'ignorant. Au lieu de cela, ils m'ont juste donné le silence parfait dont j'avais besoin pour construire une bombe. Ma famille m'a traité de monstre en sortant.
Ils m'ont traité de traître impitoyable envers mon propre sang pour avoir détruit l'empire de mon père et être parti sans la moindre once de culpabilité ou d'hésitation. Mais je veux vous demander quelque chose. Avais-je tort? Suis-je le méchant pour avoir enfin tenu tête et récupéré tout ce qu'ils avaient volé à mon esprit? Ou n'ai-je fait que recouvrer une énorme dette qui était en souffrance depuis 22 ans? Faites-moi savoir exactement ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de revanche ultime, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime.